On la voit en ce moment, Gabrielle, on la voit dans les journaux, récemment dans Le Monde ou dans le portrait d'Air de Libération. On la voit dans un documentaire toujours en ligne, et ce jusqu'à fin octobre sur arte.fr, adaptation de son livre. On la voit et ça change. Pourquoi ? Parce que Gabrielle Dédier est une femme grosse, et ce n'est pas un gros mot. Si elle occupe l'espace, c'est pour témoigner et pour dénoncer l'invisibilité des personnes grosses dans l'espace public. Bonjour Gabrielle Dédier. Bonjour. Merci d'être dans Culture Média ce matin. Comment la vivez-vous, cette exposition ? Bon, évidemment, c'est une bonne chose, mais peut-être que c'est pas si simple pour autant pour vous. Ça dépend de quoi on parle. En fait, moi, j'ai appréhendé l'exposition il y a 3 ans quand le livre est sorti. J'appréhendais un peu ça. Finalement, tout s'est bien passé. Après, non, c'est plutôt le côté où j'ai un peu du mal avec la pression et tout ça, mais enfin, je vis très bien ma médiatisation et je vis très bien tout ce qui se passe autour. Oui, parce que vous avez dit dans une interview, je veux pas être la grosse de service. Quand même. Ça c'est clair. Je refuse d'être la grosse de service, mais je refuse d'être essentialisée. En fait, je refuse. Je suis grosse, voilà, c'est comme ça, et j'ai à occuper l'espace comme n'importe qui, mais c'est tout en fait. Ouais, effectivement, il faut bien que quelqu'un s'y colle, parce que le constat est assez accablant. C'est comme si les personnes grosses ou obèses étaient rayées de l'espace public. Et le pire, je vais vous dire honnêtement, c'est qu'avant votre témoignage, j'y pensais pas forcément, parce qu'on ne pense pas à ce qu'on ne voit pas. C'est ça l'histoire. Tout à fait. En fait, tout ce qui tourne autour des gros, ce sont des impensés. Ce sont des impensés parce que ces gros, ils sont pas dans l'espace public. Le taux d'obésité a doublé en 15 ans. Et pourtant, on n'a pas vu plus de gros. On n'a pas vu plus de gros sur les bancs de la fac. On n'a pas vu plus de gros nulle part, en fait. Et à côté de ça, on n'a pas anticipé cette arrivée de gros, et donc soigner les gros c'est compliqué, l'accès au matériel à l'hôpital c'est compliqué, il y a plein de choses qui sont compliquées par rapport à ça, et effectivement on ne pense pas aux gros, parce que moi la première j'étais surprise du nombre de personnes grosses en France. Alors on entend ça dans votre documentaire dont on va parler un peu plus loin, il y a ce chiffre, 10 millions de personnes obèses, on dit grosses. Enfin, ouais. C'est quoi la définition d'être gros d'abord ? Être gros, en fait, alors si on prend la définition médicale, il y a l'IMC, l'indice de masse corporelle, et on estime qu'au-dessus de 25, on est en surpoids. Donc ça, c'est la norme médicale, et après, plus tard, il y a l'obésité. Mais en fait, on n'a pas besoin d'être gros médicalement pour être considéré comme gros socialement et esthétiquement. Donc en fait, elle est large, la définition du gros. Et effectivement, il y a le terme, l'obésité, mais là, on est dans un terme médical. Et donc, moi, je dis gros tout court. En fait. Quand vous dites 10 millions de personnes en France, ça concerne qui alors ? L'obésité. L'obésité. Oui, parce qu'après, c'est 40% des personnes qui sont en surpoids. Ouais. Donc ça veut dire 10 millions de personnes, à peu près 1/6 de la population, qu'on ne voit jamais. C'est ça. C'est ça, on les voit pas dans les centres-villes, on ne les voit pas dans les jobs cadres, on ne les voit pas à la télévision, on ne les voit pas héros de films, on les voit pas. Ça s'appelle de la grossophobie, et vous avez pris la parole d'abord dans ce livre paru il y a 3 ans aux éditions Goutte d'Or, et qui vient de ressortir en livre de poche, toujours chez Goutte d'Or, qui lance à l'occasion sa collection de poches. Le livre s'appelle On n'en est pas grosse. Où en étiez-vous de votre vie, Gabrielle, quand vous avez écrit ce livre il y a 3 ans ? J'étais sans emploi, sans allocation chômage. J'avais plus d'appartement. Je squattais ici et là chez des amis. J'étais au bord du suicide quand on m'a proposé d'écrire On ne n'est pas grosse, en fait. J'étais vraiment, ma vie c'était le chaos à ce moment-là. Parce qu'il n'y avait pas de solution. J'avais pas de solution, j'avais perdu mon emploi, j'avais perdu mon appart, je voyais pas le bout, en fait. Et j'avais 36 ans, et ma vie professionnelle, c'était une succession d'échecs. Et donc ça m'a plongé dans un état qui était profondément dépressif, et la seule chose que j'envisageais à terme, c'était de me flinguer, parce que je refusais en fait je refusais cette vie-là, je refusais cette vie de paria, je refusais d'être je refusais de vivre comme une paria, et je le supportais pas. Alors vous racontez dans le livre, vous venez du Gard, d'un milieu populaire. Ce qui est très frappant, c'est que vous racontez vos parents, 2 corps très maigres, vos parents. Est-ce que ça a joué, croyez-vous ?
Quand ils se sont rencontrés, ouais, 2 corps très maigres, et la légende familiale dit que ma mère mettait des t-shirts en taille 8 ans quand ils se sont rencontrés. Donc effectivement, alors ma mère était... Donc du 34 peut-être en taille. Oui, ouais, 32, 34, en tout cas à l'époque où ils se sont rencontrés. Et oui, ils étaient dans ces années Twiggy où ils se trouvaient beaux. Et à côté de ça, enfin, mon père, parce que ma mère s'est pas habillée en 32, 34 toute sa vie. Enfin, elle est montée jusqu'au 38. Mais pour mon père, c'était trop gros en fait. Donc il y avait cette obsession-là, quand même. Ouais, bah oui. Et enfin, je l'ai toujours entendu lui dire qu'elle était grosse, qu'elle avait des gros bras, qu'elle avait des grosses fesses. Et donc oui, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours entendu. Et psychologiquement, ça a dû jouer. Bah, vu que j'étais plus grosse que ma mère, ce qui n'est pas très compliqué. Voilà, ouais. Même quand j'étais pas grosse, j'étais plus grosse que ma mère. Bah oui, forcément. Enfin, si ma mère est trop grosse en faisant du 36-38, bah moi en faisant du 40, c'est une catastrophe. Alors il y a ce tournant que vous racontez, la banalité. Vous avez besoin d'un jean, vous avez envie d'un jean. Vous avez 16 ans, il se passe quoi là? Bah, il se passe que je vais avec mon père acheter ce fameux jean, et je suis contente parce que je voulais un jean d'une marque et j'ai eu cette marque là cette année. C'était vraiment le cadeau, et le 40 ne passe pas. Il faut rentrer le ventre et vraiment très fort. Donc je prends un 42. Et en fait, quand je rentre à la maison, je montre mon jean à ma mère, et là ma mère a paniqué, mais comme panique plein de femmes quand elles passent la taille 40, c'est un seuil psychologique, j'ai l'impression. Et passer au 42, j'avais 16 ans, pour ma mère, c'était pas possible. Et en réalité, elle avait juste peur. Elle avait peur que ça continue et que je ne fasse que grossir. Ouais, c'était pas tant pour l'image. Non, c'était pas pour l'image. C'était en fait, ma mère avait une sœur aînée qui était obèse et qui avait passé sa vie dans des centres d'amaigrissement. Et je pense que ma mère avait cette terreur-là. Et puis ma mère après avait une anorexie, qui a jamais été diagnostiquée, mais elle a des comportements d'anorexique en tout cas. Et donc elle a elle-même ce truc-là qui est intégré, et en même temps, quand on disait qu'on faisait un 42, je me souviens, moi, sur les catalogues de vente par correspondance, c'était le début des grandes tailles. Hein. Tout ça, là, il y a des responsabilités partout. Rapidement, on va pas marquer une pause, mais là, pour vous, Gabrielle, commence la valse des régimes et le piège des régimes. Tout à fait. En fait, cette Gabrielle qui a 16 ans, qui pèse 65 kilos, qui fait son premier régime, elle prend 30 kilos en quelques mois, et au bout d'un an, elle a doublé son poids, en fait. Vous parlez d'elle à la troisième personne parce que c'est plus tout à fait vous? Ouais, c'est plus tout à fait moi. J'ai l'impression que tout ça, en fait, à partir du moment où j'ai écrit mon livre et qu'il est sorti, j'ai l'impression que c'était plus, ça ne m'appartenait plus. Il y avait vraiment quelque chose de, comme si tout ça, c'était, ça avait existé, c'était là, mais ce n'était plus ça. On va continuer à parler de votre expérience, Gabrielle Dédier, du documentaire aussi, On achève bien les gros. Restez là, s'il vous plaît, à tout de suite. Rien n'est adapté dans la vie quotidienne quand on est gros, que ce serait comme un vêtement qui ne va pas bien. Et c'est notamment ce que vous montrez, Gabrielle Dédier, dans le documentaire toujours en ligne sur arte.fr, On achève bien les gros. Vous avez une formule assez drôle d'ailleurs, parce que vous avez beaucoup de dérision sur vous-même. Vous dites, je mesure une Kylie Minogue et j'en pèse 3. Faut dire que Kylie Minogue n'est pas très grande. Elle est ni très grande ni très grosse. Ouais. 1m54, 125 kilos, c'est toujours le cas? Grosso modo, oui. Mais il y a 3 ans, je pesais 4 Kylie Minogue, donc je suis ravie. Ah ouais, donc vous êtes sur la bonne voie. En tout cas pour moi. Ouais. Les places d'avion, les places dans les théâtres avec leurs accoudoirs, chez le médecin parfois, chez le dentiste, rien ne va. Et vous, ça vous met en colère, ça vous met en rage? Ça me met en rage parce que je me dis que quand je rentre dans une salle d'attente et que je ne peux pas m'asseoir chez le médecin, je me demande comment je vais être accueillie, en fait. Il se trouve que il y a quelque chose qui moi m'interroge beaucoup, c'est que quand je vais chez l'esthéticienne, je n'ai pas ce problème-là. J'ai aucune esthéticienne qui a des sièges à accoudoirs, et j'ai aucune esthéticienne qui m'a dit un jour, vous ne pouvez pas monter sur la table, vous allez l'écrouler. Qu'est-ce que vous voulez dire par là alors? Il y a une culpabilisation des gros, en fait, et je pense que certains médecins,
en fait, on sait qu'on ne sait pas soigner l'obésité. On sait que 95% des régimes sont des échecs. On continue à en prescrire. Quand on nous parle de rééquilibrage alimentaire, ça reste un régime, en fait. Donc en fait, je pense qu'on met face l'échec de ceci. En fait, c'est le miroir de leur échec. Vous êtes le miroir de leur échec. Complètement. Et puis, il y en a pour qui c'est pas un souci et ça va très bien, mais il y en a qui le vivent très mal. Et notamment, pour prendre l'attention, c'est quand même pas compliqué aujourd'hui d'avoir un brassard avec une rallonge. Et en fait, on peut aussi prendre l'attention plus bas et c'est pas grave. Sauf qu'il y a des médecins qui refusent en fait de s'équiper d'une rallonge de brassard et qui vous disent non, faites-vous opérer et vous pourrez prendre votre tension normalement en fait. Ce sont des choses que vous avez entendues. Oui, complètement. Et non seulement j'ai entendu, mais après quand j'ai enquêté, même moi j'ai entendu des choses mais qui étaient mais tellement horribles en fait pour ces personnes grosses. Donc voilà, des refus de contraception parce que non, vous allez soit on estime que vous n'avez pas de vie sexuelle parce que vous êtes grosse, soit on estime que vous n'avez pas besoin de prendre la pilule, par exemple, parce que vous allez encore grossir. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Les personnes grosses ont-elles une vie sexuelle ? Dans le documentaire, vous retournez dans votre lycée d'Uzès, dans le Gard, au passage là où vous avez été harcelé, là où vous avez subi de l'échec scolaire. Débat avec des lycéens, extrait. Je voudrais savoir s'il y en a parmi vous qui se trouvent gros. Non, c'est bon. Donc on a 2 réponses et les 2 réponses ce sont des filles. Là c'est à votre tour de me poser les questions et vous me posez toutes les questions que vous pouvez. Donc oui. J'avais une question. Est-ce que vous avez déjà eu des relations sexuelles ? Oui. Oui, j'ai déjà eu des relations. Je ne suis pas vierge. Est-ce que ça vous blesse particulièrement ou pas plus que le reste finalement ? Non, ça me blesse. En fait, de la part des élèves de 15 ans, ça me blesse pas du tout parce que eux-mêmes sont dans des questionnements sur la sexualité. On a toute une mystique sur la sexualité quand on est ado. Ce qui me vexe, c'est quand ce sont des adultes qui me posent la question. Des adultes à des soirées un peu branchées à Paris, quoi. Il y a des gens qui vous posent la question. Ah oui, oui, clairement, ça, on m'a déjà posé la question. Comment réagissez-vous dans ces cas-là ? Je ris, quoi, parce que, c'est tellement ridicule en fait, mais c'est vexant et après je sais très bien ce que projettent les gens sur ça en fait. Ils se disent que si c'était eux ce serait pas possible, mais comme on a pu me dire, moi si j'étais toi je me serais suicidée il y a longtemps. Ce sont des phrases qu'on entend en fait et qui sortent très naturellement sans filtre. Pire que tout, peut-être le marché de l'emploi, bien plus compliqué quand on est gros de trouver un emploi et encore pire pour une grosse, parce que c'est toujours plus compliqué pour les femmes. C'est ça. En fait, une femme obèse est 8 fois moins employable qu'une femme qui ne l'est pas. Un homme obèse est 3 fois moins employable qu'un homme qui ne l'est pas. L'homme obèse, une fois qu'il est employé, il évolue normalement dans la société, l'entreprise. La femme obèse, en fait, elle a son plafond de verre qui est beaucoup plus bas que la femme en général dans l'entreprise. Ce sont des chiffres hallucinants quand même. Il y a des victoires personnelles, comme ce jour où vous racontez que ce jour où vous décidez du côté de Montpellier de tenter l'expérience d'une plage naturiste. Et curieusement, je dis curieusement, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, ça se passe très très bien. C'est ça en fait, j'étais à une époque où j'osais pas me mettre en t-shirt, donc me mettre en maillot, de mes 17 à 23 ans, j'ai pas osé me baigner. Et il se trouve que mon endocrinologue, très féministe, très, vraiment avec des discours sur le corps et sur libérez-vous, qui était assez puissant, me dit qu'elle est naturiste et que depuis qu'elle est naturiste, elle a plus de complexe. Et donc je mets 1 an à réfléchir le truc et un jour j'y vais et en fait. Il ne s'est rien passé. Il s'est juste passé que j'étais bien, que je me suis baignée dans la mer nue. Et le lendemain, je suis allée acheter un maillot et je me suis plus jamais empêchée d'aller me baigner. Est-ce que vos témoignages qu'on peut lire dans N'est pas grosse en poche, aux éditions de la Goutte d'Or, dans le doc, est-ce que ces témoignages peuvent changer les choses ? Est-ce que vous avez de l'espoir, Gabrielle Dédier ? Honnêtement, non. Non, je vais pas mentir, j'ai pas vraiment d'espoir. J'ai de l'espoir au niveau politique publique à ce niveau-là, j'ai de l'espoir que oui, on prenne en compte comment
comment soigner le patient obèse ou comment l'accompagner ou comment le traiter, de tout simplement. Sur l'emploi, moi je rêverais juste qu'on vive dans une société où on embauche à la compétence et pas au léchage de bottes sur une lettre de motivation en fait. Donc voilà, moi j'ai ces désirs-là. Après, moi, j'ai pas l'impression que, moi, j'ai pas vraiment d'espoir, mais c'est important d'en parler. C'est important que tous les jours, je reçois des tas de messages de personnes qui me disent, je savais pas qu'il y avait d'autres gens comme moi, qui découvrent en fait, qui se sentaient seuls et qui du coup osent en parler. Et ça, c'est indispensable en fait, de montrer qu'on est là, de montrer que oui. On va occuper cet espace public, qu'on nous le refuse ou pas en fait. Merci beaucoup Gabrielle Dédier d'être passée par Culture Média. Vous écrivez en ce moment ? J'écris oui, mon premier roman. Ça c'est bien. On ne naît pas gros en poche et le doc On achève bien les gros sur arte.fr.